Le 8 décembre 1980, le monde entier retient son souffle. Former Beatle John Lennon, who was 40, was shot and killed. John Lennon, légende des Beatles, vient d'être assassiné. John Lennon can't be dead. Ce moment brutal et choquant marque bien plus qu'une perte individuelle. Il révèle les tensions, les obsessions et les failles d'une époque. Mais alors, qui a pu tuer John Lennon de façon aussi froide? Pourquoi et surtout, que cache ce drame derrière la légende? Il est temps de comprendre ce qu'il s'est réellement passé, alors voici l'histoire derrière le meurtre de John Lennon. Voici l'Amérique des années 70. La guerre du Vietnam vient de se terminer, mais elle a laissé des traces profondes. Des milliers de jeunes soldats reviennent brisés, physiquement et mentalement. Des familles sont en deuil, le pays est divisé, et surtout, une grande partie de la population ne fait plus confiance au gouvernement. L'économie, elle aussi, part complètement en vrille. Les prix explosent et les gens perdent leur boulot. Bref, c'est la galère. Et une grande partie de l'Amérique commence alors à perdre patience. Pendant ce temps-là, la violence devient presque normale. À la télé, on voit des images choquantes presque tous les jours, des manifestations qui tournent mal, des fusillades, des émeutes, et même des assassinats politiques qui secouent le pays les uns après les autres. Le président Kennedy abattu en plein cortège à Dallas, son frère lui assassiné quelques années plus tard, ou encore Martin Luther King, le visage de la non-violence, tombé sous les balles à Memphis. L'Amérique perd ses figures d'espoir une par une, et puis il y a cette affaire qui choque tout le monde, Charles Manson. Un gourou qui manipule ses adeptes comme des marionnettes et les envoie tuer des stars à Hollywood. À partir de là, un cap est franchi, les célébrités jusque-là intouchables deviennent des cibles et plus personne n'est vraiment à l'abri. Mais pourtant, au lieu de calmer le jeu, au lieu de chercher à ralentir, l'Amérique se met à fantasmer encore plus sur ses stars. On veut tout savoir sur leur vie privée, leurs amours, leurs secrets, et au plus une star souffre, au plus ça attire le regard. Petit à petit, la célébrité devient comme ça un piège, ça devient dangereux d'être connu. Et c'est là que débarque Ronald Reagan, un ancien acteur devenu gouverneur puis président. Il sourit tout le temps, il parle avec des mots simples, il promet de restaurer l'ordre et la grandeur de l'Amérique. Et ça fonctionne, parce qu'une grosse partie du pays adhère, mais derrière ces belles formules, son message est clair. Les voix qui dérangent, il ne veut plus les entendre. Et justement, c'est à ce moment-là qu'un homme va commencer à déranger, John Lennon. Un Anglais, ancien Beatle, installé à New York avec une artiste japonaise, Yoko Ono. Et à première vue, c'est juste une star de plus, mais très vite, on comprend qu'il n'est pas comme les autres. Parce que pendant que tout le monde parle de sécurité, de frontières, de patriotisme, lui parle de paix, de rêve et de partage. Il chante Imagine, une chanson qui propose un monde sans guerre, sans religion, sans possession, sans frontières. Imagine all the people living life in peace. Une chanson qui en réalité remet en question beaucoup de valeurs sur lesquelles l'Amérique repose. Et John Lennon, à cette époque, c'est une voix forte, libre et qui refuse de se taire. Mais dans une Amérique où tout ce qui sort de la norme est vu comme une menace, ça le rend suspect. À cette époque, tout ce qui est différent, tout ce qui dépasse et tout ce qui pense autrement, ça dérange. Et John Lennon, lui, il dérange énormément. Dans cette Amérique des années 70, John Lennon fait vraiment tâche. Pas seulement parce qu'il chante la paix ou ose penser autrement, ce qui dérange vraiment, c'est qui il est et d'où il vient. Et pour comprendre pourquoi Lennon dérange tant, il faut remonter un peu en arrière. Tout commence à Liverpool, en Angleterre, avec un gamin rêveur, élevé par sa tante, un peu perdu et un peu rebelle. Très tôt, il découvre le rock'n'roll à la radio, et cette musique devient rapidement une obsession qui ne le quittera plus jamais. À cette période, ce jeune garçon est très loin de s'imaginer qu'il est en train de poser les bases d'une révolution musicale et culturelle. Parce qu'avec ses potes, il monte alors un groupe qu'ils appellent The Beatles. Au début, ils font de la musique pour le plaisir de partager ça ensemble. Mais très vite, ce groupe qui semblait innocent explose aux yeux du monde. Ce n'est alors plus juste un groupe de copains qui jouent dans des bars, parce qu'en quelques années, ils deviennent un véritable phénomène mondial. Ils passent de petites scènes à des stades pleins craqués, de gamins de banlieue à légendes vivantes, et Lennon devient comme ça une idole planétaire, une voix qu'on écoute et qu'on admire. Mais cette ascension fulgurante ne lui fait pas perdre le sens des réalités. Lennon ne s'arrête pas à la musique, il ne se contente pas d'être un simple musicien, c'est avant tout un mec qui cherche un sens à sa vie et au monde autour de lui. Il voit l'absurdité de ce monde et refuse de
se contenter de sourire devant les caméras. Du coup, très vite, il devient le Beatle rebelle, celui qui ose dire ce que les autres pensent tout bas. Il écrit des chansons engagées, provocantes, parfois dérangeantes. Bref, il utilise sa notoriété pour faire passer des messages forts qui dérangent. Du coup, quand les Beatles éclatent au début des années 70, Lennon ne cherche pas à faire une simple carrière solo comme les autres. Ce qu'il veut avant tout, c'est être libre, alors il s'installe à New York avec Yoko Ono, une artiste avant-gardiste, souvent incomprise et moquée. Leur couple mixte, fusionnel et créatif fait beaucoup parler, on les prend pour des excentriques, mais eux, ils s'en fichent pas mal. Et pendant cette période, Lennon s'engage encore plus, parce qu'il devient alors un militant actif contre la guerre du Vietnam et pour les droits civiques. Il participe à des manifestations, soutient des activistes, critique ouvertement Nixon et le pouvoir en place, et évidemment, ça ne plaît pas à tout le monde. Un musicien qui fait de la politique en musique, tout en critiquant le gouvernement, pour beaucoup, c'est une sorte de menace à éliminer. Résultat, Lennon se retrouve surveillé par le FBI, et Nixon lui-même veut le faire quitter le pays. On tente de lui retirer son visa, et dans des documents officiel, il est décrit comme un élément perturbateur. Pourtant, Lennon n'a pas d'arme. Enfin, sa seule vraie arme, ce sont ses chansons. Et soyons honnêtes, ses chansons font souvent beaucoup plus de bruit que certains discours extrémistes. Et pourtant, en 1975, quelque chose va tout changer. Cette année-là, Lennon devient père, alors il décide de lever le pied. Il quitte la scène, s'éloigne des médias et se consacre entièrement à sa famille. Il veut simplement vivre en paix, loin des projecteurs. Mais comme beaucoup d'artistes, il ne peut s'empêcher de revenir pour la passion de la musique, et après 5 ans de silence, il sort un nouvel album nommé Double Fantasy, un projet qu'il partage avec sa femme. Ce n'est pas un cri de révolte, mais une déclaration d'amour, une main tendue. Ce projet, c'est celui d'un homme qui va mieux, un homme qui veut créer, exister et aimer. Mais bon, le paradoxe est là. Plus John Lennon se calme, plus il devient vulnérable. À ce moment-là, il est toujours ultra célèbre et visible, mais il n'est plus protégé par la machine des Beatles. Il vit sans garde du corps, on peut le croiser dans la rue, l'approcher, le parler, ou pire. Et c'est exactement à ce moment-là que la question se pose. Est-ce que sa notoriété l'a condamné? Est-ce que ce sont ses idées politiques qui l'ont fait devenir une cible? Ou bien est-ce sa fragilité, son envie désespérée de vivre normalement dans un monde qui ne le lui permettait plus? Lennon dérangeait énormément les puissants, les conservateurs, les extrémistes et tous ceux qui refusaient le changement et la liberté. Mais lui, il ne voulait pas être une cible. Il voulait simplement être un homme, un père de famille et un artiste. Et alors qu'il tentait de reconstruire sa vie en dehors des projecteurs, une autre personne, dans l'ombre, commence à le suivre, à l'idéaliser et puis à le haïr. Cette histoire-là, c'est celle d'une obsession et d'un destin tragique qui allait bientôt basculer. Dans l'histoire de John Lennon, il y a un nom dont personne n'a vraiment envie de parler. Une personne dont ce nom est à jamais lié à ce drame. Cet homme, c'est Mark David Chapman. Et au début, personne ne l'aurait vraiment remarqué. Mark Chapman, c'est juste un gars comme des milliers d'autres avec une vie ordinaire et pourtant avec un monde intérieur très complexe. Mark est né dans l'Amérique profonde, dans une famille qui semblait normale en apparence, mais où les tensions étaient souvent présentes. Une enfance marquée par la solitude, les frustrations et un sentiment constant de ne pas être à sa place. Il a grandi dans la peur de son père, qu'il décrivait comme violent envers sa mère et distant avec lui. Et quand sa famille a déménagé en Géorgie, il a été la cible de harcèlement scolaire, principalement lié à son poids. Bref, dès le début de sa vie, il se sent différent, isolé et incompris. Il a du mal à construire des liens solides, à gérer ses émotions et ses relations sont souvent conflictuelles. Mais ce qui va vraiment commencer à faire basculer Mark, c'est sa fascination pour les idées radicales et la littérature qui parle aux jeunes en quête d'identité et de vérité. Un livre en particulier devient son obsession, L'Attrape-Cœur, un roman culte publié en 1951. Ce livre raconte l'histoire d'un adolescent en colère contre le monde qui cherche à protéger l'innocence face à ce qu'il voit comme une société pleine d'hypocrisie et de fausseté. Pour Mark, ce personnage résonne profondément. Il s'identifie à ce héros torturé, à sa rage contre ces personnes fausses et hypocrites qu'il croit voir partout autour de lui. Et en 1977, l'état mental de Mark se détériore encore un peu plus. Après une tentative de suicide, il enchaîne les petits emplois et il est souvent en conflit avec ses supérieurs, s'enfonçant petit à petit dans l'alcoolisme et la dépression. Du coup, l'année suivante, il fait un long voyage autour du monde, visitant plusieurs grandes villes d'Asie et d'Europe avant de retourner aux États-Unis où il s'est marié avec Gloria Abe, une femme japonaise américaine. Mais malgré tout ça, son malaise intérieur
lui est toujours présent. Et c'est là que John Lennon entre dans son champ de vision. Au début, Mark Chapman était un grand fan de John Lennon et des Beatles, mais son admiration s'est vite transformée en haine. À ses yeux, John Lennon, l'icône mondiale, le symbole de la paix et de la liberté, représente aussi une sorte d'hypocrisie. Il ne comprend pas comment quelqu'un peut prêcher la paix tout en vivant dans le luxe et sous les projecteurs. Lennon devient alors pour lui une sorte de contradiction, une figure à la fois adorée et détestée, et cette dualité se transforme peu à peu en véritable obsession. Mark commence à suivre Lennon de près, à accumuler des informations, à étudier ses moindres gestes, ses paroles, ses actes. Il écrit absolument tout dans ses carnets, il nourrit cette colère sombre, mais Mark Chapman va encore bien plus loin, parce qu'il se convainc que pour trouver la paix intérieure, il doit agir. Du coup, pendant des mois entiers, il prépare son plan, à l'abri des regards. Ce n'est pas une décision prise à la légère, mais plutôt le résultat d'une longue descente dans la folie. Il fait alors plusieurs tentatives ratées, des hésitations qui sont autant d'indices qu'un drame se prépare. C'est clairement un homme en quête d'un sens à sa vie, prêt à franchir des limites que personne n'aurait imaginées. Son état mental est très instable, parfois il semble perdre pied, parfois il est parfaitement lucide, et pourtant il reste toujours enfermé dans cette spirale dangereuse. Et évidemment, ce qui devait arriver arriva. Parce que le vrai moment où tout bascule, c'est quand Mark Chapman achète un billet pour New York. Il embarque alors dans un vol avec une mission qui allait marquer l'histoire à jamais. Le 8 décembre 1980 s'ouvre sur un New York froid et gris où John Lennon, à 40 ans, semble déterminé à entamer une nouvelle phase de sa vie. Ce matin-là, Lennon se rend au Record Plant Studio, un lieu familier où il travaille à peaufiner ses nouvelles chansons. Il est concentré, mais détendu, discutant parfois avec les techniciens et évidemment avec sa femme Yoko Ono, qui elle aussi est présente à ses côtés. Vers midi, il a une séance photo dans son appartement avec Annie Leibovitz, une grande photographe spécialisée dans les portraits de célébrités. Aujourd'hui, c'est une séance devenue légendaire. On y voit John et Yoko qui posent avec une tendresse rare, et ces images transmettent une humanité touchante, loin de la légende qu'était John Lennon. Pendant ce temps-là, Mark David Chapman, lui, rôde autour de cet appartement. Depuis des semaines, il observe John Lennon avec l'intention de le tuer. Mais pendant ce séjour, Chapman sera touché par le film Ordinary People, un drame qui explore la douleur et la culpabilité. Et d'après lui, ce film le poussera à interrompre ses projets meurtriers. Après ça, il retournera à Hawaï où il va parler de son obsession de tuer John Lennon à Gloria, sa femme. Il va lui montrer ses balles, ses armes, et pourtant, malgré ça, malgré ce qu'il dit, Gloria ne va pas prévenir la police. Et pendant longtemps, il va passer comme ça dans des phases de doute et de crise où il va même aller jusqu'à envisager de renoncer. Mais malheureusement, le lendemain, le 8 décembre 1980, son esprit est noirci par une obsession sombre. Il voit Lennon comme un traître, un imposteur qui prêche la paix, tout en vivant dans le luxe. Vers 17h, alors que John Lennon et Yoko Ono sortent de l'appartement pour rejoindre le studio d'enregistrement, Chapman s'approche lentement, sans un mot. Il tend à John Lennon un exemplaire de l'album Double Fantasy, que John Lennon va évidemment accepter de signer, et ce geste à première vue anodin devient glaçant quand on connaît la suite. Chapman immortalise alors ce moment avec Paul Goresh, un photographe amateur qui prend la célèbre photo de Lennon signant l'album, et à ce moment précis, sans forcément le savoir, John Lennon était sur une photo à côté de son futur assassin. Chapman racontera plus tard qu'il aurait probablement reporté son acte si quelqu'un avait accepté son invitation à sortir ce soir-là. Ce détail montre à quel point cet acte était planifié, mais aussi teinté d'une solitude et d'une instabilité très profonde. Le soir tombe, et à 22h50, Yoko et John reviennent à l'appartement après une soirée de travail. Lennon avait alors simplement prévu de dire bonne nuit à son fils avant d'aller au restaurant avec sa femme. Ils sortent alors de leur limousine pour rentrer chez eux, mais au lieu de passer par la cour plus sécurisée, ils font un autre choix, ils passent par l'entrée principale, sans sécurité, sans garde rapprochée. Et ce qu'ils ne savent pas, c'est que Chapman est toujours là, à rôder autour de cet appartement. Et en fait, Yoko et John passent littéralement devant lui pour rentrer chez eux. Et une fois passé devant lui, Chapman sort alors son revolver 38 spécial. Sans un mot, il se place derrière Lennon et tire 5 fois. 4 balles atteignent Lennon dans le dos et l'épaule. En l'espace d'une demi-seconde, Lennon s'effondre sans même se retourner, et Chapman, choqué par l'instant, s'assoit sur le trottoir, ouvre son exemplaire de l'attrape-cœur et commence à lire, comme s'il cherchait un sens à ce qu'il venait de faire. Des témoins stupéfaits et horrifiés appellent la police, et rapidement, ils arrivent sur les lieux. Ils découvrent alors que Chapman est toujours là, qu'il ne fuit pas. Il se laisse arrêter en étant calme,
parlant peu et déclarant plus tard qu'il s'identifie à Holden Caulfield, son héros littéraire, en évoquant un petit démon intérieur. D'après ce qu'il dit, son acte ne semble pas être motivé par la recherche de gloire, mais par un mélange toxique de haine, de confusion mentale, de jalousie et une vision déformée de la justice. Pendant ce temps-là, les premiers policiers arrivés sur les lieux décident de ne pas attendre l'ambulance et Lennon est transporté d'urgence à l'hôpital dans une voiture de patrouille, chaque seconde compte. C'est comme ça que quelques minutes avant 23h, il est déposé à l'hôpital, mais à son arrivée, Lennon ne respire plus et son pouls, lui, il est absent. 3 des 4 balles qui ont touché Lennon ont traversé complètement son corps, tandis que la 4e est restée logée près du cœur. 3 membres du personnel médical s'emploient pendant 10 à 20 minutes pour tenter de le réanimer, mais tu t'en doutes, malheureusement, ça ne suffira pas. À 23h15, les médecins constatent le pire, et John Lennon est officiellement déclaré mort. Une légende s'éteint, et avec elle s'effondre un peu de l'espoir du monde. Le 9 décembre 1980, au petit matin, le monde entier est figé. La nouvelle tombe d'abord à la télévision américaine et fait l'effet d'une bombe. Quelques heures plus tard, des milliers de fans affluent spontanément à Central Park, près du mémorial dédié à John Lennon. Ils pleurent, chantent, déposent des fleurs, des inconnus se prennent dans les bras, unis par un chagrin universel. À travers les continents, la tristesse se répand comme une onde. Toutes les radios et télévisions interrompent leur programme pour rendre hommage à celui qui avait incarné l'espoir, la paix et la liberté. Sa femme, Yoko Ono, est brisée mais digne et elle fait face aux caméras. Avant même que la nouvelle soit diffusée, elle avait demandé à l'hôpital que la mort de son mari ne soit pas annoncée à la presse avant qu'elle ait informé leur fils âgé de 5 ans. Elle voulait éviter que cette nouvelle atteigne son fils via la télévision. Et pourtant, l'information avait rapidement fui, notamment à cause d'un producteur qui était présent en salle d'urgence. Bref, pendant ce temps-là, Mark David Chapman fait ses premières déclarations à la police. Il explique avoir agi seul, sans exprimer de remords, et son procès est suivi par des millions de personnes. Il est rapidement reconnu coupable et condamné à la prison à vie, mais ce verdict ne donne pas toutes les réponses. Parce que la vraie question que tout le monde veut savoir, c'est pourquoi. Est-ce que Chapman est un malade mental brisé ou un manipulateur froid? D'ailleurs, au fil des années, son état mental reste toujours sujet à énormément de discussions. Pendant toutes ces années, Chapman fera plusieurs demandes de libération conditionnelle, mais chacune d'entre elles sera rejetée. Avec le temps, son nom à lui devient aussi à son tour une obsession morbide, alimentée par des admirateurs fascinés par le côté sombre de cette tragédie. Et dans l'ombre de la version officielle, des théories du complot émergent, teintées de suspicion et de colère. Certains avancent que la CIA, effrayée par l'influence politique de Lennon, aurait orchestré son assassinat. D'autres pensent que ses positions contre la guerre et pour les droits civiques l'auraient fait devenir une menace trop grande. Mais alors, pourquoi ce chanteur pacifiste aurait-il soudainement été la cible d'une telle violence, si ce n'est à cause de ce qu'il représentait? Ces théories trouvent un écho chez certains fans qui refusent de croire qu'un simple homme isolé a pu abattre une légende. Ils cherchent des signes, des indices et une vérité cachée derrière ce voile officiel. Et parallèlement, la fascination pour Chapman, son profil psychologique, ses motivations, ses obsessions, est-elle aussi vivement critiquée. Certains dénoncent la starification du meurtrier qui risque d'éclipser la mémoire de John Lennon, qui était à la fois un homme, un artiste et un père, et dont la voix a changé le monde. À travers les années qui suivent, la mort de John Lennon a continué d'interroger, de diviser et de hanter ses fans, et au-delà du deuil, elle révèle les fragilités d'un monde qui, parfois, tue ceux qui osent rêver trop fort. John Lennon n'était pas seulement une star de la musique, il était devenu une icône culturelle et politique, et son œuvre, que ce soit avec les Beatles ou en solo, a profondément marqué la musique. Mais plus encore, Lennon a su utiliser sa notoriété pour défendre ce en quoi il croyait, la paix, la justice sociale et la liberté d'expression. Sa chanson Imagine reste l'hymne universel d'un monde meilleur, rêvé et accessible. Elle incarne à elle seule le message d'espoir et de fraternité que Lennon portait. Encore aujourd'hui, à Central Park, le mémorial Strawberry Fields est un endroit où des milliers de fans viennent se recueillir, un lieu chargé d'émotions et de souvenirs. Et au-delà de l'acte lui-même, Chapman n'a pas seulement tué John Lennon, il a frappé l'idéal qu'il représentait. Il a essayé de faire taire cette voix qui prêchait la paix dans un monde souvent trop dur, d'éteindre la lumière d'un homme qui croyait que l'amour pouvait changer les choses. Mais malgré tout ça, ce geste horrible ne pourra jamais empêcher John Lennon de vivre à travers sa musique, ses mots et ses combats, parce que tant qu'on chantera Imagine, tant que quelqu'un aura encore envie de croire en la paix et en la justice, John Lennon ne sera jamais vraiment parti. Voilà,
Après avoir abordé l'assassinat de Marvin Gaye dans une autre vidéo, que je te conseille de voir d'ailleurs si tu ne l'as pas encore vue, eh bien maintenant je pensais qu'il était important d'aborder ce moment important de l'histoire de la musique. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, vous savez ce qu'il vous reste à faire pour me le faire savoir. Le petit j'aime, l'abonnement et le petit commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé ou pour me proposer d'autres types de vidéos dans ce genre. Je me ferai un plaisir de lire tout ça. Et nous, comme d'habitude, on se retrouve très prochainement dans une nouvelle vidéo pour une nouvelle histoire.